Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Des âmes et des saisons, avec Boris Cyrulnik. Notre culture a perdu la boussole. Nous naviguons à vue, bousculés par les événements, errants là où le vent nous porte. Il nous faut reprendre un cap, car nous venons de comprendre que l'homme n'est pas au-dessus de la nature, n'est pas supérieur aux animaux, il est dans la nature. La domination, qui a été une adaptation pour survivre, aujourd'hui ne produit que du malheur. Une étoile du berger nous indique cependant la nouvelle direction vers l'unité de la terre et du monde vivant. Boris Cyrulnik, bonjour. Bonjour. Je suis absolument ravi de vous avoir aujourd'hui à Pilpoul pour parler de votre dernier livre Des âmes et des saisons, paru chez Odile Jacob. Alors, Boris Cyrulnik, tout le monde vous connaît, mais je vais quand même rappeler rapidement que vous êtes neuropsychiatre, que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, des ouvrages qui ont tous été de grands succès, notamment, je vais en citer quelques-uns, Un merveilleux malheur, Les vilains petits canards, et plus récemment, Sauve-toi, la vie t'appelle, et Psychothérapie de Dieu, et dernièrement, La nuit, j'écrirai des soleils. Alors, Boris Cyrulnik, la première question que je voudrais vous poser, c'est la suivante. Des âmes et des saisons. J'ai été surpris qu'un neuropsychiatre, quelqu'un de sérieux, de scientifique, nous parle de l'âme ou des âmes. Qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, ne soyez pas surpris, parce que Freud a employé le mot âme au sens laïque du terme. C'est le monde invisible qui nous gouverne. Et les religieux se sont emparés de ce monde, du mot âme, mais ça n'est pas une exclusivité. D'ailleurs, depuis quelques mois, on voit régulièrement que le mot âme est entré dans la culture laïque quotidienne, et c'est en ce sens que je l'emploie. Oui, c'est-à-dire que le mot âme vient du grec, a été employé par Aristote bien avant le christianisme. Mais qu'est-ce que ça évoque pour vous, l'âme? Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est ce qui anime un corps? Est-ce que c'est différent? Quelle est votre définition un petit peu de cette âme? Le simple fait que les êtres humains soient capables de parler les rend en même temps capables de se représenter un monde totalement impossible à percevoir. C'est l'âme, et ce monde impossible, ce monde imperçu, nous gouverne, ça nous donne des idées, ça nous donne des sentiments, donc c'est le monde intime qu'on ne peut pas percevoir et qui pourtant nous gouverne fortement et oriente notre existence. Vous nous décrivez dans notre rapport au monde, puisque ce livre est sous-titré Une psychoécologie, donc analyse la relation entre la psyché et son environnement, et l'influence, plus que l'influence, la façon dont notre environnement sculpte notre psychologie, mais au-delà de psychologie, on reviendra dessus, notre biologie. Alors, vous nous présentez comme une espèce d'oignon, voilà, et on serait peut-être au centre, et puis il y a des pelures d'oignon, c'est-à-dire des choses qui nous raccordent au monde de façon de plus en plus éloignée. Et ça, c'est une image qui est extrêmement intéressante, c'est-à-dire que on a tout d'abord, avec le monde qui nous entoure, des relations sensorielles. C'est la base, c'est ce qu'il y a de plus ancien peut-être aussi?
C'est ce qui est au départ de notre existence, hein. Quand on commence à exister, après la fusion des gamètes, on est soumis à un environnement tellement proche qu'il nous pénètre. Ce sont les molécules, le stress de notre mère, quand elle est stressée, les substances du stress passent dans son liquide amniotique que le bébé déglutit et ces substances-là agissent sur le système nerveux qui commence à peine à se développer. Et puis ensuite les hormones, ses propres hormones, les hormones de sa mère, les hormones que la mère mange, notre nouvel environnement pollué, toutes ces substances agissent sur le corps et le cerveau du bébé qui commence son développement. Et puis en vieillissant, déjà dans l'utérus, le bébé commence à être sensible aux basses fréquences de la voix maternelle. Donc ça, c'est la deuxième pelure de l'oignon. Et puis, plus on vieillit, plus on devient capable de se représenter des choses éloignées de la perception, jusqu'au moment où, au cours de la troisième année, l'enfant arrive à la maîtrise de la parole, et dans ce cas, il se met à habiter le monde des mots, et tout à l'heure on a dit qu'on pouvait penser que c'était aussi le monde de l'âme. Mais donc ce sont des informations de plus en plus éloignées du corps dans lesquelles on baigne. On habite d'abord les perceptions qui nous pénètrent, puis ensuite, en grandissant et en se développant, l'oignon traite des informations de plus en plus éloignées jusqu'au moment où il arrive à traiter des informations de l'âme, c'est-à-dire des représentations verbales impossibles à percevoir et qui pourtant nous gouvernent fortement. Est-ce qu'on pourrait dire, Boris Cyrulnik, que finalement les deux premiers niveaux de ces pelures d'oignon, on les partagerait avec l'ensemble des mammifères, et que par contre le troisième niveau qui représente bon, toutes les représentations symboliques, toutes les fictions, tout ce qui fait finalement l'humanité, euh, nous serait propre? Ou est-ce qu'à votre avis, certains primates, par exemple, ont aussi accès à ces représentations symboliques? Alors, les animaux, même si la définition du mot animal est imprécise, les animaux, c'est les non-hommes. Tous les êtres vivants qui ne sont pas des êtres humains. Donc, c'est une définition très vague. Eh bien, les animaux, en se développant, ont déjà accès aux symboles, puisque lorsqu'ils entendent un son, ce son peut évoquer quelque chose qui n'est pas là. Par exemple, les chiens, quand on dit on y va, on sort, les chiens aussitôt filent vers la porte, alors qu'ils ne perçoivent pas l'extérieur de la porte, mais la sonorité, la prosodie, la musique des mots on y va indique quelque chose qui va venir. Donc c'est la définition du symbole. On met là présent quelque chose qui représente autre chose qui n'est pas là. Eh bien les chiens, les mammifères, un très grand nombre de mammifères, même certains oiseaux, peuvent répondent à des symboles, à des informations qui sont mises là pour désigner d'autres choses qui ne sont pas là. Donc les animaux ont accès aux symboles, ils ont même accès au monde mentaux, mais ils n'ont pas accès à la représentation des représentations d'un autre. C'est-à-dire que quand j'ai des intentions, quand j'ai des émotions, mon chat les perçoit extrêmement bien. Si je suis triste, il le sait, il le sent. Si je suis fatigué, si je suis en colère, si je suis malade, il le sent. Et son comportement est adapté à ce qu'il sent de moi. Il perçoit aussi mes intentions. Tiens, il bouge pas, tiens, il veut m'agresser. Donc je m'immobilise et je me prépare, moi chat, je me prépare à la fuite ou à la bagarre. Donc ça, on le partage avec mon chat et on le partage avec un très grand nombre d'animaux. En revanche, mon chat, qui perçoit un grand nombre de mes mots, les chiens qui sont humanisés perçoivent plusieurs centaines de mots qui désignent des choses qui ne sont pas là. Donc là, on est vraiment dans le monde symbolique. Mais mon chat ne peut pas se représenter mes représentations, c'est-à-dire qu'on dit maintenant que sa théorie de l'esprit s'arrête à mes représentations. Et par exemple, au Moyen Âge,
on chassait les chats, on les tuait, c'était à l'origine des feux de la Saint-Jean, parce que les chats, surtout les chats noirs, on pensait que s'ils étaient noirs, c'est qu'ils avaient la gueule brûlée au feu de l'enfer. Donc les chats, à rapporter des croisades, étaient les représentants du diable ou des Arabes. Donc on attrapait les chats, on les mettait dans des sacs, on les pendait dans des potences, on allumait le feu, les chats tombaient dans le brasier et ils partaient dans la foule enflammés, on sautait par-dessus ces êtres vivants enflammés. C'était un jeu sadique que Richelieu a fini par interdire. Et c'est à l'origine des feux de la Saint-Jean. Or, mon chat qui perçoit l'expression de mes émotions mieux que moi, qui perçoit l'expression de mes intentions mieux que moi, je crois que mon chat ne se représente pas mes représentations et qu'il ne peut pas penser que si je lui veux du mal, c'est parce que je pense qu'il a fréquenté le diable ou parce qu'il est le représentant des Arabes. Donc là, on est dans une théorie de l'esprit qui nous permet d'avoir accès à la parole et de passer la convention du signe, l'arbitraire du signe, et on peut parler parce qu'on se représente. Si je fais un signe comme V, ça veut dire le V de la victoire. Si je mets mon pouce en l'air, ça veut dire qu'on est content de soi. Si je mets mon pouce en bas, ça veut dire qu'on n'est pas content de soi. Donc cet arbitraire du signe, je crois que mon chat ou les animaux ne peuvent pas y accéder. Donc là, on crée un monde humain qui est le monde de l'artifice de l'outil et l'artifice du verbe qui caractérise la condition humaine, mais ne nous exclut pas du monde de l'animalité, puisqu'avant d'arriver à la double articulation, à la représentation des mondes mentaux des autres, totalement imperceptibles et pourtant intensément ressentis, je crois que là, on est dans la dimension humaine, mais qu'avant, on a partagé le même monde que les animaux. Le monde que nous partageons avec les animaux, on va voir que ils nous sculptent, et ça vous le montrez dans votre livre, qui nous sculptent, je dirais psychologiquement. Ça, on le voit dans votre livre, dans beaucoup d'autres livres, et dans d'autres livres de neuropsychiatres, de psychanalystes, etc., ou de psychologues. Mais ce qui est extrêmement passionnant dans votre livre, c'est qu'on voit que ce monde, cet environnement, vous parlez d'écologie au début, c'est-à-dire notre relation d'adaptation permanente à l'environnement, il nous sculpte aussi biologiquement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les mêmes physiquement selon l'évolution de l'environnement. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est-à-dire que notre cerveau est sculpté par notre milieu. Alors bien sûr, c'est un cerveau humain. Un cerveau de chien ne sera pas sculpté par le même milieu que moi. Il ne sera pas sensible aux mêmes informations que nous, êtres humains. Mais les cerveaux de chat, il y a eu un prix Nobel en 1981 qui a été attribué à Hubel et Wiesel, comme Elie Wiesel, qui montre que lorsqu'on met un cache sur l'œil gauche du chat, eh bien, on provoque une atrophie de son lobe occipital droit, qui est la zone où normalement un être vivant, qui a un cerveau, euh, traite les informations d'image. Et si on met un cache sur l'œil droit, eh bien, c'est le lobe occipital gauche qui va être atrophié. C'était en 1981. On était encore tellement soumis à la distinction pseudo-philosophique de l'inné et de l'acquis qu'on n'a pas compris à quel point c'était important. Et puis l'apparition du scanner, l'apparition de la neuroimagerie, photographie, montre, on peut même mesurer l'importance de l'atrophie cérébrale en fonction de la diminution des stimulations du contexte. Et on peut voir aussi que cette atrophie cérébrale peut être réparée si on compense en hyperstimulant le contexte. Donc le cerveau, on a la preuve mesurée, observable à l'œil nu, on observe au scanner depuis les années 60-65, quand j'étais interne à Paris, on observait, on voyait sur des photographies les zones d'atrophie cérébrale, mais en 65, on ne savait pas les interpréter. On n'avait pas encore compris, comme nous l'a montré
le prix Nobel Dubel et Wiesel, que c'était le milieu, la défaillance du milieu qui avait provoqué cette atrophie du milieu intime, du milieu interne. Et maintenant, la neuroimagerie fait des performances techniques tellement stupéfiantes qu'on voit, on photographie et on mesure les zones cérébrales qui sont altérées, modifiées ou réparées par l'organisation du contexte. Donc on n'est pas indépendant du milieu. L'inné ne peut pas s'exprimer s'il n'y a pas de milieu. C'est une fausse distinction philosophique, c'est un cul-de-sac conceptuel que la neurologie disqualifie complètement depuis plusieurs décennies. Mais ça a du mal à rentrer dans la culture parce que dans la culture cartésienne, on a appris à raisonner en termes de corps d'un côté et l'âme de l'autre. Et maintenant, on rejoint tout à fait, donc on critique Descartes qui nous a appris ce genre de raisonnement et on rejoint tout à fait Spinoza qui nous avait appris que le corps et l'âme fonctionnent ensemble. Le corps, étant sculpté par le milieu, fabrique une âme différente qui n'est pas sensible aux mêmes informations du milieu. Donc on est des morceaux de milieu, on est sculpté, pétri, pénétré par le milieu. Mais alors, et peut-être si on a, vous dites c'est pas encore rentré dans notre façon de voir, dans notre imaginaire, cette influence, enfin cette importance extrême du milieu, le fait qu'on ne puisse être que ce qu'on est qu'à travers une interaction permanente avec le milieu, c'est peut-être justement parce que ce sont des découvertes très récentes, finalement, quelques décennies, et que ça n'est pas encore rentré, j'allais dire, dans ce que j'appellerais l'imaginaire collectif ou la culture populaire, hein. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu les premières atrophies cérébrales en 1964-65, quand j'étais interne à Paris. Mais on ne savait pas à quoi elles étaient dues, sauf dans le cas de l'hydrocéphalie, où là, on savait qu'un blocage de la circulation du liquide céphalorachidien provoquait il y avait tellement d'eau dans le crâne que le cerveau était écrasé. Alors là, on avait la cause. Ou alors, après un hématome ou après un abcès, si le patient survivait, on voyait qu'il y avait un trou à la place. Mais on n'avait pas vraiment compris à quel point le milieu sculptait notre cerveau. Et le cerveau, une fois sculpté, devient sensible à un type d'information et ne perçoit pas d'autres informations. Et il y a eu un prix Nobel, donc ça fait quand même 40 ans. Or, on continuait encore à raisonner en termes le corps d'un côté, l'âme de l'autre, comme beaucoup de gens le font encore aujourd'hui, parce que ça fait des millénaires qu'on raisonne comme ça. Enfin, ça fait surtout depuis Descartes qu'on raisonne comme ça. Toute notre formation intellectuelle à l'école, les raisonnements de tous les jours sont fondés sur l'âme et un processus surnaturel. L'homme est par nature un être surnaturel parce qu'il a une âme. Au Moyen Âge, des prêtres pensaient que les animaux avaient une âme. Et puis après Descartes, le corps a été une machine, les animaux ont été une machine, et l'âme était sans étendue et sans substance, donc impossible à observer et à expérimenter. Or maintenant, grâce à la neuroimagerie, on se rend compte que ce raisonnement est un non-sens et qu'en fait, on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. Et là, on a un degré de liberté. On n'est pas au-dessus de la nature, on est dans la nature, et si on altère la nature, eh bien, on altérera nos cerveaux. Ce qu'on constate actuellement, hein. Il y a tellement de substances de leurre endocrinien dans l'eau, il y a tellement de toxiques dans l'air, il y a tellement de fausses hormones dans l'alimentation que notre corps et notre cerveau fonctionnent différemment et altérés différemment par le milieu de l'eau, de l'air et des substances qu'on mange. Donc c'est en train maintenant de devenir une évidence alors qu'il y a encore beaucoup de gens qui raisonnent en termes de clivage, le corps d'un côté et l'âme de l'autre, alors que Spinoza et d'autres philosophes nous entraînent à penser, et la neurologie leur donne raison, nous entraînent à penser que le corps et l'âme fonctionnent ensemble. Mais cet ensemble de substances dont vous parlez, Boris Cyrulnik, qui viennent perturber
D'ailleurs, on appelle ça les perturbateurs endocriniens, etc. Ça, c'est relativement récent. Quels effets est-ce que ça a sur nous au quotidien? Qu'est-ce que ça provoque? euh, Qu'est-ce que ça induit dans notre métabolisme, dans notre façon de penser, dans notre façon de représenter les choses? Eh bien, ça change notre manière de voir le monde et d'y agir, d'y prendre notre place. Quand j'ai travaillé en Roumanie, j'ai vu les enfants qui avaient été abandonnés par le dictateur Ceausescu. 170 000 enfants ont été abandonnés pour des causes économiques et pour des causes politiques. Ceausescu forçait les femmes à travailler 14 heures par jour dans les usines et voulait qu'elles mettent au monde le plus d'enfants possible pour fabriquer des ouvriers. C'était l'idéologie raciste de cet homme qui se prétendait de gauche. Et pourtant, c'était vraiment un raisonnement raciste. Si un enfant se développe bien, c'est parce qu'il a une bonne graine et il se développe bien quel que soit le milieu. Or, on a vu que ces 170 000 enfants, placés dans des isolements sensoriels très importants, n'avaient rien appris. Ils ne pouvaient rien apprendre. Ils avaient une atrophie des 2 lobes préfrontaux, donc ils ne pouvaient pas faire de programme anticipé. Ils avaient une atrophie du système limbique, qui est le socle neurologique de la mémoire et des émotions. Donc ils étaient en train de se balancer sans cesse. Ils ne percevaient rien du monde extérieur parce qu'ils n'avaient pas été stimulés par le monde extérieur au cours des premiers mois de leur existence. Ils avaient été mis en isolement sensoriel, donc leur cerveau ne fonctionnait pas, ils ne pouvaient rien apprendre. Et quand on a demandé les scanners, on a vu qu'il y avait d'énormes atrophies cérébrales et le gouvernement n'a pas décidé assez vite de réentourer, d'offrir à ses enfants une nouvelle niche sensorielle. Ceux à qui c'est arrivé, quelques Roumains, ont bien fait leur travail et ils ont récupéré 100 000 enfants en réorganisant le milieu. Et on a vu que très rapidement, le cerveau recommençait à se développer, les enfants apprenaient à parler, les enfants apprenaient à interagir, donc ils se socialisaient comme un enfant bien entouré apprend à se développer. Et 70 000 enfants ont été laissés dans un abandon total et aujourd'hui ce sont des adultes très très altérés. Ils ne parlent pas ou ils parlent très mal. Ils ne comprennent pas, ils perçoivent le monde sous forme de segments et non pas d'objets totaux, comme nous quand on a eu des parents qui nous ont bien enveloppés. Eh bien là, ils ont une très grave altération de leur perception du monde et ils n'ont rien développé de leur comportement, alors que ces enfants étaient sains. Ce qui était malade, c'était leur milieu, qui ne les stimulait absolument pas. Et le milieu n'étant pas stimulant, ces enfants n'ont rien développé, aucune de leurs compétences biologiques, neurologiques et psychologiques, aucune de leurs compétences ne s'est développée. Mais ça va, Boris Cyrulnik, ça va encore plus loin, parce que vous dites que ces enfants qui ont été placés dans un isolement ou dans une pauvreté sensorielle, ils développent même des syndromes physiques, c'est-à-dire ils sont plus maladifs, ils sont plus petits, ils sont différents, même physiquement, de ce qu'ils auraient été s'ils avaient été placés avec exactement le même capital génétique dans une famille qui les aurait entourés et les aurait stimulés. Voilà, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ces enfants qui ont si un capital génétique sain, hein, s'il y a une maladie génétique, c'est autre chose, mais là, la plupart, pratiquement tous ces enfants étaient sains. À la naissance, ils n'avaient pas de maladie héréditaire, ils n'avaient pas d'encéphalopathie. Simplement, c'est l'environnement qui ne les stimulait plus. Eh bien, ces enfants ont une très petite taille, ils ont un crâne et une face mal formés parce qu'ils n'ont pas été stimulés, parce qu'ils n'ont pas appris à parler. Donc ces enfants sont biologiquement très altérés, ils sécrètent pas d'hormones de croissance, ils sécrètent très peu d'hormones sexuelles. Donc ces enfants, tout leur métabolisme ont été altérés par la privation de stimulation sensorielle
de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la première couche de l'oignon, la première niche sensorielle. Elle était pauvre, donc ils ont un cerveau très altéré, et ne sécrétant pas d'hormones de croissance, eh bien, ils ont une très petite taille, alors que les enfants altérés, mais qui ont été entourés, ont déclenché un processus de résilience, beaucoup de reprise d'un nouveau développement, beaucoup plus facilement que ce qu'on croyait, et ces enfants ont très vite rattrapé une grande partie de leur retard, mais pas tout leur retard, parce qu'ils ont été laissés isolés trop longtemps. Ça veut dire que si éducationnellement et politiquement on était intervenu plus tôt, on aurait pu récupérer pratiquement tous ces enfants, alors que les Roumains n'en ont récupéré que 50 à 60%. Donc ça veut dire que maintenant, on comprend qu'il faut organiser le milieu précoce, la grossesse des femmes enceintes, l'enfant commence déjà à sculpter son cerveau. Il faut que les femmes enceintes, que les mères soient sécurisées par leur mari ou leur conjoint, par leur famille et la culture, et une mère sécurisée devient sécurisante pour le bébé qu'elle porte, et tout le monde se portera bien. En revanche, si on les abandonne, si on les isole, une mère insécurisée deviendra insécurisante pour le bébé qu'elle porte, et là, il y aura de très graves troubles du développement. Donc sur le plan politique, il est très important de sécuriser les femmes enceintes et d'offrir aux bébés un milieu sécurisant. C'est une bonne affaire sur le plan économique, parce qu'un enfant illettré ou mal développé, d'abord il est malheureux, il rend malheureux autour de lui, et il coûte très cher à la société. Donc dans ce raisonnement que je viens de vous proposer, ce n'est pas le raisonnement cartésien, une cause provoque un effet, c'est au contraire un raisonnement écosystémique auquel notre culture s'entraîne depuis quelques années seulement. Est-ce que dans le cas des enfants roumains, il n'y a pas eu en plus une dramatique combinatoire entre le problème de l'isolement sensoriel et puis aussi peut-être des conditions physiques, la malnutrition, des choses comme ça? Est-ce que ça s'est pas ajouté? Oui, bien sûr, oui, oui. Hein. Voilà, ça c'est un raisonnement écosystémique. Là, nos travaux ont mis l'accent sur la carence sensorielle, mais vous avez raison, il y avait d'autres travaux antérieurs qui avaient mis l'accent sur le déficit en vitamines, le déficit nutritionnel. Mais on sait qu'un enfant bien nourri, avec des aliments convenables, si il est élevé en carence affective, eh bien, il ne va pas digérer ces aliments. Donc, Ouais. les, voilà, il faut plus, c'est pas une cause qui provoque un effet, c'est une convergence de causes qui provoque un effet. Vous avez raison, l'alimentation, bien sûr, joue un rôle important, mais un enfant qui a été abandonné ne mange pas, et même il se laisse mourir de faim, comme Spitz l'avait constaté chez les petits Anglais, les bébés anglais après les bombardements de Londres, ces enfants sains, isolés, ne mangeaient pas, ou mangeaient mal, et ne digéraient pas ce qu'ils mangeaient, donc ils se laissaient parfois mourir de dénutrition alors qu'il y avait plein d'aliments autour d'eux. Alors, Boris Soulier, ce qui est très impressionnant dans votre livre et dans votre raisonnement, c'est que, par exemple, vous prenez l'exemple du Moyen Âge, et c'est un exemple qui est intéressant aussi pour le présent, pour le futur. Vous dites finalement, de par ces raisons écosystémiques, il y avait deux classes en gros au Moyen Âge. Il y avait les paysans qui effectivement se nourrissaient pas très bien et en plus qui étaient dans une certaine pauvreté de projets, etc. Et vous aviez une classe noble qui physiquement était très différente, beaucoup plus alerte, ils vivaient beaucoup plus longtemps, ils étaient plus grands, ils étaient plus forts. Donc il y a eu un retour en se disant, si j'ai bien compris ce que vous dites, les gens se sont dit, ah bah il y a la classe des nobles qui sont plus grands, plus beaux, qui vivent plus longtemps, puis il y a la classe des gens qui sont là pour nous servir et pour nous nourrir. Et donc il y a eu un retour du système, alors qu'à l'origine c'était les conditions de vie qui ont présidé à cette dichotomie, je dirais, dans la population. Oui, c'est ça. Euh, les aristocrates, les grands bourgeois, les grands prêtres, c'est-à-dire à peu près 4% de la population, euh,
mangeaient bien, étaient éduqués, savaient lire et écrire, s'entraînaient au sport de combat parce que la guerre fabriquait les frontières, la guerre imposait les religions, la guerre imposait la langue, hein, la République française en détruisant la langue bretonne et la langue basque a permis à la langue française de se répandre. C'est la violence qui permettait ça. Et les aristocrates avaient à peu près la même espérance de vie que nous aujourd'hui. Ils avaient moins de maladies, alors que le peuple, c'est-à-dire 96% de la population, avait une espérance de vie très brève. Les squelettes, jusqu'à la découverte de Semmelweis, 1861, c'est la prophylaxie de l'accouchement, découverte à Vienne, l'espérance de vie des femmes était de 36 ans. Et aujourd'hui, au Congo, où j'ai eu l'occasion de travailler, l'espérance de vie des femmes aujourd'hui est de 40 ans. Or, en Europe, en Occident, l'espérance de vie des femmes frôle les 100 ans. C'est-à-dire qu'on voit à quel point la civilisation provoque des devenirs différents. Et la rationalisation, c'est-à-dire les raisons qu'on se donnait pour expliquer ce qu'on constatait, les aristocrates sont grands, beaux, forts, entraînés à la guerre, musclés, donc c'est le sang bleu qui les rend comme ça, alors que nous, les pauvres, on meurt à 40 ans, 35 ans, les femmes meurent à 36 ans, après 13 grossesses, et 4 enfants qui arrivent à l'âge adulte, donc c'est parce qu'on est de qualité inférieure, donc c'est normal qu'il y ait une telle hiérarchie de la société. Et puis est arrivée la Révolution française, et puis les penseurs comme Rousseau, comme Voltaire et d'autres, hein, et surtout la Révolution française, qui a mené à penser, mais finalement, si nous, on est le peuple et qu'on a du mal à se développer, c'est pas parce qu'on est de qualité inférieure, c'est parce que notre développement est très difficile. Et en changeant de paradigme, changeant de pensée, on a vu que de plus en plus de gens se développaient de mieux en mieux. Mais le clivage dont vous parliez tout à l'heure, les 4% d'aristocrates, 96% de peuples qui meurent très jeunes, qui souffrent de toutes les maladies, eh bien, ce nouveau clivage se fait aujourd'hui avec le diplôme. C'est les gosses de riches accèdent aux diplômes qui donnent les bons métiers et qui permettent une bonne vie, avec une espérance de vie très grande et une qualité de vie très grande, alors que ceux qui n'ont pas accès aux diplômes, parce qu'ils sont malades, parce que leurs parents sont soucieux, n'investissent pas assez l'école, eh bien, ces enfants-là sont de taille plus petite, même s'ils ne sont pas aussi petits que les orphelins roumains, mais ils sont de taille plus petite, ils se développent moins bien, et surtout, ils n'ont pas accès aux métiers valorisants qui permettent de gagner suffisamment d'argent pour avoir un logement correct, et on voit que pour ces gens-là, tout devient un traumatisme. Pour la pandémie, pour le confinement, les gosses, les gens qui avaient un diplôme, donc un bon métier, donc un bon logement, n'ont pas souffert du confinement, alors que ceux qui avaient des difficultés de développement parce que leurs parents étaient pauvres, en précarité sociale, eh bien ces gens-là ont un petit diplôme, donc un métier instable, donc un petit salaire, donc un petit logement, et ceux-là ont beaucoup souffert du confinement. Donc le coût pour la société au final est très important de cette inégalité. Ah, oui, mais alors, la société, ça désigne des éléments très différents, hein. Euh, mais c'est notre pensée, c'est notre philosophie, notre manière de penser le milieu qui organise des milieux différents. Et là, on voit qu'il y a des milieux qui favorisent le développement biologique, psychologique et social des enfants, alors que d'autres milieux, au contraire, entravent le développement biologique, affectif, psychologique et social de ces enfants. Alors là, l'injustice sociale, maintenant, et assez curieusement, la neuroimagerie défend la possibilité de diminuer l'injustice sociale en changeant les conditions de ceux qui sont en difficulté. Mais ensuite, c'est aux politiciens, c'est aux éducateurs d'appliquer ce que la neuroimagerie rend observable aujourd'hui. Alors,
Boris Cyrulnik, si on essaye de creuser la nature de cet environnement stimulant et réconfortant auquel l'enfant, j'allais dire à droit, mais en tout cas auquel il est extrêmement sensible et qui est déterminant pour sa santé mentale présente et future, euh, vous parlez assez longuement des systèmes de ces environnements familiaux. Et il y a une famille traditionnelle qui est la famille qui a survécu jusqu'à nos jours, avec un homme euh, hérité des chasseurs qui exerce sa domination sur le foyer, et une femme soumise qui gère, qui s'occupe des enfants, etc. Il y avait ce partage de rôle qui est assez classique. Et vous exprimez le fait que la société, depuis quelques années ou quelques décennies, est en train d'exploser, avec des couples reconstitués, des choses qui sont totalement différentes, avec un rôle du père, un rôle de la mère qui a beaucoup changé. Je dirais, pour résumer, mais vous avez quand même une attitude assez décontractée par rapport à ça. Est-ce que je me trompe ou pas? Assez cool. Et en disant, et je trouve ça extrêmement intéressant, finalement, ce qui compte, c'est pas tellement la nature duale, etc., de la famille, puisque même dans des familles polygames, les enfants peuvent se développer de façon... tout dépend un petit peu du milieu. Ce qui est important, c'est qu'ils retrouvent, avec une personne, avec un père, avec des références qui peuvent être différentes, qu'ils retrouvent cette stimulation et ce côté réconfortant. Donc, d'une certaine façon, je finis ma question, les évolutions actuelles de la famille ne vous posent pas de problème particulier. Alors, je comprends bien la première partie de votre question, mais moins bien la deuxième partie. Alors oui, ce qui compte, c'est que les enfants soient entourés par une niche sensorielle, familiale, avec plusieurs figures d'attachement. Et là, les enfants se débrouilleront. Si la mère est heureuse, les enfants seront facilement heureux. Si la mère est malheureuse, et si le père est présent, ou la grand-mère, ou la tante, ou la grande sœur sont présents, l'enfant se débrouillera quand même, malgré le malheur de la mère, l'enfant se débrouillera pour bien se développer. Donc, comme vous l'avez dit, dans les familles polygames, les enfants se développent très bien. J'ai eu beaucoup d'élèves musulmans à l'époque encore récente où les hommes avaient plusieurs femmes. Eh bien, ces enfants, dans des familles polygames, se sont extrêmement bien développés parce il y avait toujours une femme qui servait de mère et qui leur permettait de bien se développer, ou un homme qui leur servait de père et qui se développait très bien. Et beaucoup d'ailleurs sont devenus professeurs d'université ou des chercheurs que je côtoie, alors qu'ils ont eu 3, 4 ou 5 mamans. Et Lévi-Strauss, à la fin de sa vie, avait fait un recensement des formes familiales et il a publié, il y a aujourd'hui sur la planète 5000 formes différentes de familles, toutes traditionnelles. Donc quand j'entends dire la famille traditionnelle, c'est papa, maman et moi, c'est vrai pour la famille traditionnelle européenne, d'Europe centrale, mais c'est pas vrai pour d'autres cultures, et pourtant les enfants se développent bien. En revanche, là où je suis inquiet, c'est que dans notre culture aujourd'hui, on ne voit plus de structure. Euh, on ne sait plus très bien qui est le père et on ne sait plus très bien quelle est la fonction de la mère. Les femmes ont tellement changé, l'éthologie, l'éthos, la hiérarchie de nos valeurs morales a tellement changé que les enfants se développent dans des milieux fracassés, instables, fragmentés, et ça c'est mauvais parce que au début de notre entretien, je vous proposais l'idée, vous avez vous-même rappelé la métaphore de l'oignon, c'est-à-dire que je proposais l'idée qu'il faut que l'enfant ait plusieurs environnements sensoriels, affectifs et verbaux dans lesquels cet enfant pourra se développer. Or, actuellement, en Occident, mais c'est vrai aussi dans beaucoup d'autres cultures, la famille est déstructurée, elle est anomique, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de structure ni naturelle ni culturelle. Et un enfant là, il se développe mal parce que ils n'ont pas le temps d'apprendre un comportement.
dans une famille, on se tient comme ça, on prie comme ça, on mange comme ça, et paf, ça se casse, ils changent, et ils vont dans une autre famille où on prie autrement, on pense autrement, on se comporte autrement. Donc les enfants n'ont même plus le temps d'apprendre, et puis surtout, dans ces familles répétées, ces familles, le lien est dilué, et l'attachement ne s'imprègne plus dans le système nerveux de l'enfant en cours de développement. Donc ce sont des enfants qui s'attachent mal, qui sont très impulsifs. On appelle ça aujourd'hui les incivilités. C'est des enfants qui ne sont pas capables de maîtriser leurs émotions parce qu'autour d'eux, le milieu a été trop instable. Donc je pense, pour me résumer, qu'il y a 1000 formes de familles différentes, enfin Lévi-Strauss disait 5000 formes de familles différentes, mais ce qui compte, c'est que ces familles aient une certaine stabilité pour que l'enfant puisse apprendre à se comporter, que le cerveau puisse être sculpté par ce milieu, que l'enfant puisse apprendre à parler sa langue maternelle, puisse apprendre à parler, à vivre dans un milieu stable, et là l'enfant pourra bien se développer. En revanche, si il y a des fractures, des ruptures tous les 6 mois, l'instabilité, on voit par exemple dans les enfants orphelins qu'on change d'orphelinage euh, dans- tous les 6 mois, ces enfants ne peuvent pas se développer. Or, c'est ce que notre culture est aujourd'hui en train de faire. On change de père, on change de mère, on change de quartier, on change de valeurs et de comportement quotidien. Et là, les enfants sont très touchés et là, ils se développent extrêmement mal. Or, notre culture est en train d'inventer des cultures qui ne tutorisent plus le développement des enfants. Si je vous comprends bien, en allant un petit peu plus loin, vous allez me dire si c'est ça. En fait, peu importe qu'une cellule familiale, la forme de la cellule familiale au début, ça peut être deux pères, ça peut être deux mères, ça peut être un père, une mère plus classiquement, ça peut être un père, plusieurs mères. Mais ce qui compte pour le développement de l'enfant, hein, je ne parle pas socialement, etc. Mais ce qui compte pour le développement de l'enfant, c'est que c'est finalement la stabilité et le fait qu'il y ait une espèce d'organisation des valeurs et des symboles qui durent dans le temps et qui permettent à l'enfant de se développer. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Les ruptures empêchent l'enfant de se développer. Parce il part dans une direction, paf, il y a une rupture. Il part dans une autre direction, paf, il y a encore une rupture. Donc il ne peut pas se développer de manière cohérente. Donc, comme vous l'avez dit, peu importe la structure de la famille et de la société, ce qui importe, c'est qu'il y ait une structure où l'enfant pourra se développer. Alors on voit actuellement que, par exemple, il y a de plus en plus de femmes seules qui élèvent leur enfant seules. Et c'est très difficile pour elles parce qu'il faut qu'elles élèvent l'enfant, il faut qu'elles travaillent, il faut qu'elles se... Donc c'est vraiment des femmes qui généralement sont tellement surmenées qu'elles sont en burn-out, en dépression professionnelle. Or, elles échappent à la dépression soit en trouvant un autre homme qui fera avec cette femme un milieu stable et l'enfant reprendra un bon développement, c'est la définition de la résilience, soit ces femmes seules élèvent leur enfant avec leur propre mère, c'est-à-dire que c'est la grand-mère qui fait fonction de père, c'est la grand-mère qui fait fonction de deuxième figure d'attachement, et les enfants se développent bien. Donc ça veut dire que ce qui peut... alors, c'est pas peu importe la structure, c'est qu'il faut qu'il y ait une structure qu'on peut discuter. Certaines structures fonctionnent mieux que d'autres, mais ce qui est sûr, c'est que quand il n'y a pas de structure, les enfants ne se structurent pas. Et vous dites aussi des choses tout à fait étonnantes sur la différence entre les garçons et les filles. Vous parlez des chromosomes XX, qui sont les chromosomes des filles, et les chromosomes XY, qui sont donc la structure chromosomique des garçons. Et cette structure XY rend les garçons et plus fragiles d'une certaine façon et plus sensibles au dysfonctionnement de leur environnement. Alors oui, le Y des mâles est un chromosome fragile. Et c'est peut-être pour ça que les garçons ont besoin dans un premier temps d'un milieu stable pour se développer,
Et c'est peut-être pour ça que dans les consultations de pédopsychiatrie, il y a une très forte majorité de petits garçons, alors qu'il y a très peu de filles, parce que X des filles est plus stable, et que si le milieu est stable, elles se développent bien. Elles ont même une avance de 2 ans sur les garçons à l'âge de 12 ans. Donc au point de vue scolaire, c'est faramineux. 2 ans d'avance pour un enfant, c'est énorme. À la puberté, c'est-à-dire dans les années qui préparent au bac, elles ont des pubertés de plus en plus précoces. Donc, à la fin du lycée, elles n'ont plus la fatigue de croissance. Ce sont des jeunes femmes qui savent ce qu'elles veulent, elles sont équilibrées, elles ont une personnalité, ce qui n'est pas le cas des garçons qui réalisent cette performance plus tard que les filles. Donc, mais les filles, à l'adolescence, il y a ce qu'on appelle un élagage synaptique, c'est-à-dire que à l'adolescence, le cerveau fonctionne de mieux en mieux en dépensant de moins en moins d'énergie, c'est-à-dire qu'il fonctionne mieux en utilisant moins de neurones. Et là, les garçons et les filles ont un élagage synaptique, sauf que, comme les filles ont une puberté précoce, cet élagage synaptique, elles le font entre 12 et 14 ans, et elles arrivent à 16-18 ans au moment du baccalauréat, ce sont des jeunes femmes. Alors que les garçons, cet élagage synaptique, eh ben, ils le font avec 2 ans de retard, c'est-à-dire qu'au moment du bac, ils ont envie de dormir, ils ont des difficultés de concentration qu'avaient les filles dans les petites classes et qui n'existent plus pour les filles au moment du baccalauréat. Donc ça fait un avantage biologique très grand pour les filles parce que l'école est aujourd'hui devenu le nouvel organisateur social. Alors que les garçons, leur impulsivité, leur brutalité étaient utilisées par la société pour en faire des guerriers, puisque c'est dans la guerre que se constituent les nations. Euh, les frontières sont presque toutes le résultat de guerre. Si on parle une langue en France, c'est parce que on a écrasé les langues régionales. S'il y a des régions où les religions dominent, par exemple, si vous arrivez au monde en Égypte aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de chances de devenir musulman que de devenir bouddhiste. Donc ça veut dire que là encore, c'est parce qu'il y a eu des guerres de religion. Alors ce que je viens de dire n'est pas vrai pour le judaïsme, grâce à la diaspora, où là vraiment les juifs ont gardé une culture juive adaptés et se sont en même temps adaptés à la culture environnementale qui ne les a pas toujours accueillis de manière très généreuse. L'histoire juive est passionnante et pas facile. Ils- Mais ça veut dire D'une que certaine façon, ils euh, étaient dans une sorte d'isolement sensoriel dans les non, sociétés dans lesquelles ils étaient plongés. que non. Oh non, surtout pas. La famille juive est très chaleureuse. Elle est Non, très mais je parle soudée. par rapport à l'extérieur et aux gens qui les accueillaient. Non, 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 non. C'était un isolement social, mais pas un isolement sensoriel. Les ghettos se sont formés parce que les juifs n'avaient pas le droit d'acheter de terre, n'avaient pas le droit de construire de maisons et n'avaient pas le droit d'avoir d'employés chrétiens. Donc la culture juive a été contrainte à la solidarité à cause des persécutions. Ils se sont donc au contraire la culture juive est intense et on la voit maintenant qu'elle se réorganise. On voit il y a des radios, il y a des expositions, il y a des cafés des psaumes, il y a des rencontres, il y a des patronages, il y a des scoutismes, il y a une culture familiale et du quartier qui est très agréable, qui est très intense, avec une grande solidarité, ce qui d'ailleurs est parfois et régulièrement reproché par les antisémites, hein, qui disent les juifs sont inassimilables, ce qui est totalement étonnamment faux, parce que les juifs gardent cette chaleur familiale, parfois un peu étouffante, hein, mais les juifs gardent cette chaleur familiale et s'intègrent très bien à toutes les cultures d'accueil, mais c'est la culture qui ne les a pas accueillis pour des raisons d'argent, pour des raisons de domination spirituelle, de domination religieuse. Mais c'est surtout pas un isolement sensoriel, la persécution. Les juifs se sont affrontés la persécution antisémite en augmentant la solidarité et en augmentant les métiers intellectuels, c'est-à-dire la musique, la philosophie, l'artisanat et la banque, l'argent qu'on leur reproche aujourd'hui,
mais ils ont été contraints à développer ces métiers-là parce que les chrétiens ne voulaient pas qu'ils achètent de terre ou qu'ils construisent de maisons, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui, mais ce qui a été vrai pendant plusieurs siècles. Est-ce que c'est l'action du milieu hostile qui peut justement apporter ce désir de stimulation, d'aller plus loin, du dépassement de soi? Vous parlez aussi au début de votre livre, on terminera par là parce qu'il nous reste que quelques minutes. Vous avez une très très belle histoire sur les Tibétains du haut et les Tibétains du bas. Les Tibétains du bas, enfin des régions équatoriales ou tropicales, vivant une vie plutôt facile. Les Tibétains du haut, vivant une vie très difficile dans les montagnes. Et les plus heureux ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Et oui, l'histoire juive est passionnante et pas facile. Et ça contraint les Juifs à inventer une culture juive, d'ailleurs, qui imprègne la culture environnante, hein. La musique, la philosophie, l'artisanat, la banque, qui maintenant n'est plus un privilège juif, mais c'est un privilège que les Juifs ont payé très cher, hein. S'ils ont été usuriers, certains, à coup sûr, il y avait des usuriers parmi les Juifs, ils ont été haïs par le peuple parce qu'ils prêtaient de l'argent. Mais c'était généralement, cet argent, c'était l'argent des aristocrates et l'argent du clergé. Qu'ils ne voulaient pas toucher cet argent qui pour eux était une souillure, donc ils le faisaient gérer par les Juifs et ils ont fait ainsi un cadeau aux Juifs. De même que cette contrainte à la solidarité, cette contrainte à comprendre l'intellectualisme juif que les nazis ont tellement reproché, ben c'est une merveille de la culture juive. C'est-à-dire que les Juifs, effectivement, comme vous l'avez dit, à cause des agressions extérieures, eh bien, les Juifs, n'ayant pas le droit d'avoir de terre et d'armée, les Juifs étaient fortement invités à la résistance intérieure, c'est-à-dire la philosophie, la solidarité et l'art aussi, et peut-être même aussi la religion. Et cette ambiance les a sculptés euh, psychologiquement, peut-être physiquement. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu avoir une influence extrêmement profonde et qui se conserve à travers les générations? Mais oui, bien sûr. On voit par exemple que les Falachas, les Juifs éthiopiens, qui ont été obligés de fuir l'Éthiopie à cause des persécutions musulmanes, mais là, Israël existait, donc il y a eu un pont d'avion entre l'Éthiopie et Israël, et ces Juifs éthiopiens noirs sont arrivés, ils étaient juifs, mais ils avaient quand même un contexte éthiopien. Donc ils sont passés d'une culture de la cabane en terre, ils sont arrivés à Tel Aviv avec des immeubles modernes, et pour eux ça a été très difficile parce qu'ils avaient une empreinte culturelle qui n'était pas celle des Juifs d'Israël, qui n'étaient pas les Juifs modernes. De plus, on voit que les Juifs entre eux se reconnaissent très facilement. Quand j'étais gamin, les Litvaks reconnaissaient très facilement les Galiciens, qui n'étaient pas les mêmes, ils n'avaient pas la même langue, ils n'avaient pas tout à fait les mêmes plats, et ils se reconnaissaient très facilement, confirmant ainsi avant les travaux écologiques, confirmant ainsi à quel point la culture façonne l'état d'esprit des peuples et même les corps, puisque les corps ne sont pas les mêmes. On voit que les jeunes Israéliens deviennent de plus en plus grands, beaucoup plus grands que leurs parents. Mais ça, c'est dans toutes les cultures riches, on voit que les enfants deviennent plus grands et plus forts que leurs parents. Et notamment que les filles ont des pubertés de plus en plus avancées. Boris Cyrulnik, j'avais noté des centaines d'autres questions, mais notre heure se termine. Je renvoie les auditeurs à votre livre, Des âmes et des saisons, aux éditions Odile Jacob. Un livre incroyablement riche qui brasse beaucoup d'idées et qui fait vraiment réfléchir. Merci d'être venu à Pilpoul et j'espère à très bientôt. Merci de m'avoir invité à ce joli mot de pile-poule qui existe depuis des siècles et qui est une sorte de ping-pong intellectuel avec lequel, grâce, on a bien joué avec vous. Merci.